Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette matinale. Avant de commencer, voici le dernier numéro d'IT for Business avec ce mois-ci en couverture Aline Bourdin, DSI de Vinci Construction pour la partie Europe-Afrique. À travers les 70 pages du magazine, vous allez retrouver comme d'habitude des portraits, des interviews, des dossiers et des enquêtes. Ce mois-ci, une enquête spéciale sur le FinOps. Et bien sûr, vous trouverez l'ensemble des thématiques IT du moment. Il y a également, depuis quelques jours, un nouveau site internet avec une nouvelle interface, un nouveau design et des nouvelles rubriques. Encore une fois, bien sûr, je vous invite à vous rendre sur le site et à l'essayer vous-même et à nous donner votre avis, pourquoi pas, sur LinkedIn. Je reviens maintenant sur la matinale. Vous le savez, ce matin, nous allons parler d'une thématique très importante pour les organisations, la dette technique. De nombreuses entreprises s'appuient encore aujourd'hui sur des systèmes anciens, sur des patrimoines informatiques anciens, mais qui sont toujours capables de répondre à des problématiques business très actuelles. D'après une étude récente de Software AG, la dette technique est la priorité pour environ 15% des entreprises. C'est un chiffre d'ailleurs qui s'affiche à l'écran. Cette dette technique dont nous allons parler tout au long de cette émission, les organisations ne la vivent plus désormais comme un frein, ni le langage COBOL, dont nous allons également parler au long de cette émission, pas plus que les S400 ou les mainframes, ne sont aujourd'hui perçus comme des entraves. API, cloud, refactoring et entre autres d'autres technologies donnent la possibilité de transformer un SI et une organisation en profondeur. Au cours de cette émission, nous répondrons à plusieurs questions, notamment pourquoi cette dette technique aujourd'hui n'est-elle plus un frein et comment transformer son SI malgré la présence d'un mainframe. Nous échangerons comme d'habitude avec des témoins et des professionnels. Cette émission sera construite autour, disons, de 4 piliers. D'abord, un premier témoignage autour justement de cette transformation de la dette technique. Ensuite, nous parlerons du parallèle entre API et dette technique. Nous parlerons dans une troisième partie d'une manière un tout petit peu plus verticale, puisque nous parlerons des assurances et de l'industrie par rapport à cette même dette technique. Et nous finirons cette émission autour d'une réflexion autour de la dette technique et de la transformation globale de l'entreprise. Voilà pour le programme. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite avec notre tout premier invité. Je vous le disais, nous allons commencer cette émission sur un témoignage global avec, pour ceux qui nous ont suivis, une figure qui n'est pas complètement inconnue, puisqu'il s'agit d'Aline Bourdin, DSI chez Vinci Construction pour la zone Europe-Afrique. Aline, bonjour. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre émission. Alors je l'ai dit très rapidement, vous avez répondu à quelques questions pour ce mois-ci dans IT for Business. Entretien très général sur votre ressenti sur les technologies, la place des femmes dans les technologies, le rôle de votre ERP. Donc, toutes ceux et celles qui veulent suivre et qui veulent aller un peu plus en profondeur dans la manière dont vous voyez votre entreprise, et bien sûr, je vous invite à vous rendre et à vous trouver le numéro, s'il n'est pas déjà dans vos bureaux à le commander, pour regarder ce que dit Aline Bourdin ce mois-ci. Alors, une première question, Aline, sur cette dette technique. Aujourd'hui, pour beaucoup d'organisations, on sait que cette dette technique, elle est absolument incontournable. On le redira, je le disais, tout au long de cette émission. Votre dette technique, pour vous, en tout cas, elle est gérée dans un plan beaucoup plus large. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous menez ces deux projets de front, dette technique d'une part et projet global de transformation ? Alors effectivement, c'est incontournable, malheureusement, parce que moins on a de dettes, mieux on se porte, clairement. Pour moi, à vrai dire, la dette technique et le projet de transformation a plutôt tendance à s'affronter. Et malheureusement, le projet de transformation a une échelle de temps qui n'est pas la même que notre problème de dette technique. Un projet de transformation peut prendre 3, 4, 5 ans. La dette technique, on l'a tout de suite et on doit trouver des solutions tout de suite. Donc pour moi, c'est une équation à plusieurs inconnus.
Alors, une des inconnues, bien sûr, c'est le risque que l'on a avec notre dette technique. Alors, je pense que côté DSI, on le maîtrise bien, ce risque. De quel risque vous parlez, Aline? Comment est-ce que à quel genre de risque vous faites référence? À quel type de risque vous faites référence? Malheureusement, les risques liés à la sécurité, une dette technique, dans certains cas, peut entraîner des failles de sécurité. Autre risque, c'est la pénurie des compétences. Tout à l'heure, je pense que j'aurai l'occasion de parler de mon AS400. Effectivement, des compétences sur des anciens systèmes restent rares et de plus en plus rares. Donc ça, c'est un risque assez fort de ne plus avoir de collaborateurs, de ressources pour gérer notre dette technique. Et l'autre risque potentiel aussi, c'est le coût. Puisqu'aujourd'hui, gérer une dette technique, ça peut avoir un coût important. Et souvent, avec le projet de transformation de l'entreprise, les coûts ne sont pas forcément positionnés pour gérer cette dette technique, mais plutôt positionnés pour le projet de transformation. Est-ce que, juste une question supplémentaire par rapport à ce que vous venez de mentionner, est-ce que ce coût, justement, de la dette technique peut être de nature à venir ralentir finalement un projet global que vous êtes obligé de mener? Alors, en général, vraiment, les budgets sont alloués pour le projet de transformation. Là-dessus, il n'y a pas de frein. On sait qu'il faut mener un certain nombre de projets, donc on met le budget là où on en a réellement besoin pour apporter de la valeur à l'entreprise. Le problème, c'est que pour gérer la dette technique, il faut aussi du budget. Parce qu'un exemple très concret, lorsqu'on a et malheureusement notre fournisseur incontournable qui est Microsoft, fait que nous avons régulièrement à mettre à jour nos systèmes d'information, enfin nos OS sur les PC. Et là, parfois, on se retrouve limité avec le matériel qui ne supporte plus les nouvelles mises à jour, et il y a de l'investissement. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on trouve un juste milieu entre investir dans du matériel nouveau, quand je pense par exemple au PC, et avec ce qui est dans l'air du temps, la sobriété numérique, où on se dit mais non, il faut allonger la vie des équipements. Donc là, il faut qu'on trouve le juste milieu. Et autre sujet, c'est que parfois, on peut ne pas avoir le budget pour upgrader un certain nombre de matériels incontournables. Votre ERP constitue le cœur de cette transformation. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous d'avoir architecturé cette transformation autour de votre ERP? Alors, c'est paradoxal. Et en fait, oui, l'ERP est important parce que ça va résoudre notre problème d'obsolescence. Puisque, en fait, l'ERP va remplacer des legacy qui, aujourd'hui, on l'a vu, on a un certain nombre de risques autour de ces legacy. Donc l'ERP vient comme le sauveur qui vient effectivement nous permettre de balayer du revers de la main tous nos problèmes. Mais le problème, c'est que en attendant l'ERP, on a vu une échelle de temps assez importante, il faut qu'on fasse vivre l'existant. Et là, on est confronté à des processus qui sont un peu gelés, qui sont un peu mis en stand-by du fait que l'ERP, tant attendu, va arriver, mais pas tout de suite. Et donc, moi, je suis en tous les cas confrontée à des processus, que ce soit paye, matériel ou achat, qui attendent ce projet de transformation et qui, pour l'instant, vivent avec cette épée Damoclès suspendue au-dessus d'eux. Est-ce que vous imaginez, en attendant le déploiement de l'ERP, mettre en place peut-être des étapes intermédiaires, c'est-à-dire peut-être déployer temporairement des logiciels, ou est-ce que déjà ça, c'est bien trop lourd et ça ajouterait finalement du travail en plus sur une transformation qui est déjà, elle, vous l'avez dit, colossale? Non, je pense que c'est la solution. Effectivement, la solution aujourd'hui pour parer à notre dette technique en attendant le projet de transformation plus global, c'est la méthode des petits pas. Donc tout à l'heure, je parlais de la matrice des risques, savoir finalement où nous sommes le plus vulnérables.
où finalement on a des solutions qui peuvent être quick win, facilement applicables, et qui est le plus moteur aussi, puisque là, il faut qu'on travaille avec les métiers. Il y a des métiers qui poussent plus que d'autres. Et donc, on va faire des solutions intermédiaires pour effectivement pallier à cette problématique d'aide technique, projet de transformation, et il faut trouver des solutions concrètes. Donc, ça peut être une méthode des petits pas. Je pense notamment, et je suis à 2 doigts de fêter l'arrêt de Lotus Notes sur un certain périmètre. Effectivement, ça se fait. Et ça se fait. Oui. Tout à fait. D'accord. Comment est-ce que vous avez limité chez vous l'impact de cette dette qui est, vous avez commencé à en parler, matériel et logiciel? Et quand je dis limité, je parle vraiment de l'impact sur le business quotidien. Alors, pour limiter cette dette, alors elle est aussi bien matériel que logiciel. Là, il n'y a pas de jaloux, on a le problème partout. Donc, pour limiter cette dette, il faut avoir une gestion saine au quotidien. Alors, qu'est-ce que j'entends par gestion saine au quotidien? C'est régulièrement, quand on peut, et ça c'est parfois un vœu pieux, faire toutes les mises à jour nécessaires. Et pas attendre, comme on peut le voir dans certaines entreprises. Dans certaines entreprises, on a des logiciels qui n'ont pas suivi les mises à jour régulières demandées par l'éditeur. Et là, ça devient très compliqué de la gérer, la dette, quand on se retrouve avec 10 versions d'écart, c'est impossible. Donc il faut régulièrement, prendre du temps, mais régulièrement mettre les mises à jour. Alors, mais les mises à jour elles-mêmes, elles constituent un risque, puisque vous le disiez, quand on a une mise à jour, on sait que les entreprises sont très prudentes. Quand on a une mise à jour d'un système, vous ne vous jetez pas tout de suite sur la mise à jour, il y a toujours un délai de tampon. Et là, effectivement, il y a une espèce d'entre-deux, vous le disiez tout à l'heure, entre suivre la mise à jour, mais prendre le temps quand même. Comment est-ce que vous minimisez les risques de cette mise à jour, qui pourtant est nécessaire, parce que c'est une équation qui est quasiment insoluble, mais alors, complexe. Effectivement, on ne se précipite pas. On attend que les autres le fassent et nous donnent leur premier retour. La chance d'être dans un grand groupe, c'est qu'effectivement, il y a toujours quelque part dans le groupe quelqu'un qui a déjà fait le pas. Donc, le partage des bonnes pratiques, des retours d'expérience, c'est important. Et effectivement, on ne peut pas faire toutes les mises à jour, mais peut-être en sauter une ou deux. Tout dépend du sujet et du cadre. Mais par contre, c'est vrai que c'est aussi un critère parfois de motivation de faire la mise à jour, puisque pour nos métiers, qui sont parfois un peu réticents à faire ces mises à jour pour les risques qu'on a évoqués tout à l'heure, perte, coupure de service, dégradation du service, mais parfois les mises à jour entraînent des nouvelles fonctionnalités, et c'est là-dessus aussi où on peut motiver nos métiers pour appliquer cette mise à jour. Vous disposez encore, vous le disiez, d'un AS400, ou d'un ou plusieurs d'ailleurs. Comment est-ce que vous vivez comment est-ce que vous le vivez au quotidien? Comment est-ce que vous arrivez à composer avec un équipement qui, de l'avis, et c'est pas moi qui le dis, de l'avis de différentes organisations, hein, on parlera de mainframe plus tard, sont quand même des blocs qui parfois sont des... Je ne vais pas dire le terme, mais qui sont parfois quand même des boulets. Comment est-ce que vous vivez avec ça au quotidien, sachant que vous devez vous transformer, on parlera d'APIisation un peu plus tard, mais microservices, du cloud, des machines virtuelles, ainsi de suite, ça ne va pas forcément de pair avec ces équipements un peu plus anciens. Comment est-ce que vous arrivez à composer avec de tels équipements au quotidien, Aline? Alors, c'est peut-être un peu fort, boulet, mais malgré tout, peut-être un peu réaliste. Ouais. Ça fait peur. AS400, Minitel, il y a une association d'idées assez dramatique. Alors, malgré tout, il faut le reconnaître, c'est extrêmement robuste un AS400. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a encore dans énormément d'entreprises. C'est son côté très positif. Quand je suis arrivée à mon poste, il y a maintenant plus de 3 ans, j'avais des AS400 sur tous les pays d'Afrique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, et aucune compétence personnelle sur les AS400. Donc, clairement, c'est quelque chose que j'avais mis en haut de ma matrice des risques, puisque, en général, on gère bien ce qu'on maîtrise. Là, je me suis dit que j'allais avoir un problème. Donc, on a eu une première étape assez rapidement pour pallier à ce problème, c'est de rapatrier en fait
tous les AS400 que j'avais dans les différents pays chez un hébergeur spécialisé, reconnu sur le marché. Et ça, pour moi, c'était un gage quand même de solutions pérennes, puisque lui, pour d'autres clients, il pouvait assurer notre maintien en condition opérationnelle de notre équipement. Rapatrié sur zone? Non, chez un hébergeur ou rapatrié en France. D'accord. Rapatrié en France. Donc on a heureusement encore des compétences pour faire tout le projet de rapatriement qui s'est mené, mais d'une façon extrêmement fluide. Je remercie encore les 2-3 personnes qui ont travaillé sur le sujet, qui maîtrisent leur solution, et ça s'est vraiment passé comme une lettre à la poste. Et donc là, tous mes équipements sont maintenant chez un spécialiste de cette technologie. Maintenant, il faut qu'on monte dans les couches et qu'il faut qu'on traite la partie applicative. Et ça, c'est un autre projet bien plus complexe. L'idée, ce n'est pas de les écarter, mais d'en faire peut-être une brique, pas le centre, hein, mais une brique de votre projet de transformation. Là, vous parlez de partie applicative. Oui, la cible à terme, ce sera quand même de ne plus en avoir, clairement. Mais mes projets de transformation, on a dit plusieurs années. Là, je pense que c'est à horizon, il nous faudra encore 3 ou 4 ans pour y arriver. 3 ou 4 ans, c'est quand même... C'est quand même colossal, oui. La finalité de ce projet, Aline, justement, si on peut en dire un mot, dans une situation idéale, dans 3, 4, 5 ans, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en serez dans 3, 4, 5 ans, si on peut avoir une vision un peu globale? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que la dette technique, souvent, c'est lié à notre legacy. Et le legacy, en anglais, ça veut dire héritage. Donc là, on parle de futur, mais finalement, c'est pour traiter notre histoire. Oui. Et c'est vrai que cette dette, elle n'est pas arrivée par hasard. C'est les décisions qu'on a prises à un moment donné, c'est les non-décisions qu'on a peut-être pas voulu prendre à certains moments. Donc là encore, pour moi, le chemin, il est relativement clair. La cible est relativement claire. Par contre, la cible est relativement claire. Là où on veut aller, c'est assez simple. Par contre, les chemins peuvent s'adapter. Et en 3 ans, puisque je pense qu'en 3 ans, on aura fait quand même un bon parcours. Pour y arriver, c'est pas droit. C'est vraiment pas droit. Et par contre, donc la méthode des petits pas dont je parlais tout à l'heure, pour moi, c'est indispensable. On ne peut y arriver qu'en y allant doucement et progressivement. Et puis l'autre élément extrêmement important, c'est un échange permanent avec nos métiers. Puisqu'en fait, on ne pourra arriver à obtenir le résultat voulu que lorsqu'on aura échangé, partagé, convaincu et même écouté les arguments des métiers. Donc c'est un dialogue permanent avec les métiers, que ce soit les métiers de la paye, que ce soit les métiers des achats et du matériel en ce qui me concerne. Donc c'est d'avoir cette feuille de route co-construite à 4 mains avec les métiers, partagés et qu'ensuite on ait quand même des budgets associés. Ça, c'est effectivement une autre histoire. Je reviens maintenant, et ce sera ma dernière question, sur la... vous l'avez dit en partie, hein, sur l'avenir de cette dette. Comment est-ce que vous allez la surveiller et la superviser tout au long justement de votre projet jusqu'à atteindre la cible et vous assurer qu'elle ne soit pas, je le disais tout à l'heure, hein, un frein? Quel dispositif vous avez fait justement pour superviser et faire en sorte que cette dette ne soit pas, qu'elle soit contrôlée, qu'elle soit vraiment sous contrôle et qu'elle ne gêne pas en fait dans vos projets? En fait, le fait de bien identifier les différents volets de cette dette, où on a le plus de travail à faire, c'est déjà, donc identifier, c'est déjà important, donc ça, c'est déjà fait. Et ensuite, sur chacun des sujets qu'on a clairement identifiés, il faut mettre des indicateurs de suivi, forcément, et les revoir, pas tous les jours, mais de façon régulière, pour voir si on a progressé. C'est pour moi la meilleure façon de pouvoir correctement suivre tous ces projets de transformation et voir si le niveau de la dette technique se réduit avec les mois qui passent. Bon, des indicateurs. J'ai presque envie de vous redonner rendez-vous... avant, bien sûr, mais dans 3 ans. Dans 3 ans, pour voir si, volontiers, si votre projet a... avec plaisir. Voilà, comme ça, vous nous expliquerez comment vous avez
comment vous avez géré tout cela. Aline, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Quant à nous, nous allons poursuivre notre programme d'ici quelques instants avec notre prochain invité, Antoine Setter, qui va arriver dans quelques instants. Alors, je le disais, Aline, je vous en prie, vous pouvez rejoindre la régie. Alors, notre prochain invité, nous allons voir avec lui comment son organisation, Edenred, a mis en place une solution globale, assez importante, pour réduire justement l'impact de cette dette technique et se transformer. Alors, Antoine, qui va nous rejoindre, est responsable des API et composants chez Edenred. Il va arriver dans un instant. Et avec lui, je vous le disais, on va voir comment aujourd'hui la dette technique peut être adressée grâce à la question des API. Antoine, je vous en prie, entrez, installez-vous. Bonjour Antoine, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bon, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, vous êtes, je le disais, Head of API et componentes chez Edenred. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, vous êtes déjà venu il y a un petit moment, un grand petit moment, comme on dit dans les livres de mes enfants. Vous avez parlé à l'époque d'API, de stratégie d'API. Et là, on va aller un tout petit peu plus loin avec vous et on va aborder la manière dont aujourd'hui vous travaillez avec votre BU autour des API, autour des anciens systèmes, pour répondre à cette problématique de la dette technique. Lorsqu'on parle de dette en matière d'API, Antoine, de quoi parle-t-on justement? Alors, chez Edenred, nous avons beaucoup réfléchi en 2015 à cette dette, comment la gérer, etc. Et l'équipe architecture groupe s'est posée sur la question et la solution qu'on a trouvée, c'est de rajouter une couche d'API en fait, pour abstraire les systèmes qu'il y a dans les pays. Il faut savoir que chez Edenred, on a 46 entités, 46 pays qui sont issus de rachats, etc. Donc 46 systèmes d'information différentes. Et que donc c'est un sacré challenge au quotidien quand on veut déployer des solutions globales, etc. Donc on a rajouté cette fameuse couche d'abstraction qui nous permettent en fait de continuer à déployer de nouvelles choses et de se connecter à ce qui est en dessous. Pourquoi est-ce que ces anciens systèmes que vous mentionnez, Antoine, étaient problématiques? Alors, outre le fait que les anciens systèmes, avec la technologie vieillissante, sont plus difficiles à maintenir, on trouve moins de gens qui ont envie de travailler sur ces technologies, etc. Le plus gros bloqueur, je pense qu'il est surtout au niveau applicatif. Quand on veut sortir de nouvelles choses, c'est très compliqué de se connecter à l'existant. Et donc cette couche d'API nous a permis de continuer à utiliser en fait les bases de ces anciens systèmes pour pouvoir faire du neuf avec de l'ancien. Cette transformation, vous le disiez, Edenred, c'est sur 46 pays. Oui. Vous l'avez menée sur l'ensemble des 46 pays. Comment justement vous menez cette transformation des anciens systèmes? Quel est votre calendrier et quelle est votre méthode? Alors, on fonctionne par opportunité. Parce que bien sûr, c'est pas possible de dire « Ok, on va tout d'un coup faire des API pour 46 pays sur tous les métiers d'Edenred. » La France et l'Allemagne, déjà, c'est très différent. L'Allemagne et la Turquie ou l'Allemagne et le Brésil, je suppose que c'est très différent. Exactement. Si je prends par exemple un exemple sur les tickets restaurants, en France, on est limité à 19 € par jour pour manger le midi. En Italie, sur les mêmes tickets restaurants, si votre employeur vous donne un ticket de 8 et un ticket de 9, même si ça a été dématérialisé en carte, vous ne pouvez payer que 8, 9 ou 17 €. On ne rend pas la monnaie. Pourtant, c'est le même produit, ce n'est pas le même fonctionnement. D'accord. Et en Belgique, si vous avez 400 € sur votre carte et que vous voulez tout dépenser un samedi soir dans un bar, vous pouvez. Donc là, on n'a parlé que de 3 pays. À l'échelle de 46, ça fait énormément de différence. Et donc le vrai challenge derrière, c'est d'arriver à harmoniser tout ça. Alors j'ai perdu le fil de votre question. Non, la question c'était comment est-ce que vous y répondez à l'instant? C'était le défi de l'harmonisation en fait. Donc on fonctionne par opportunité. C'est-à-dire que par exemple, on a décidé il y a quelques années de lancer une application mobile faite par le groupe global. Et donc, cette application mobile s'appuie sur certaines fonctionnalités qui sont les mêmes partout, accéder aux données de l'utilisateur, accéder aux données de la carte, aux transactions, etc. Et donc, on a tout balisé dans les pays et on
on digitalise en fait petit à petit les pays au gré de ces projets. Donc là, par exemple, admettons, on arrive au Brésil et on a déjà cartographié la partie user et carte, mais il nous manque la transaction. Bah, du coup, on va juste s'atteler à la transaction et on réutilise énormément en fait les API qu'on a fait. Par exemple, on s'est amusé à calculer le taux de réutilisation de nos API il n'y a pas longtemps et le chiffre nous a surpris nous-mêmes. On a en moyenne 17 consommateurs par API. Donc, ça, c'est bien ou c'est... C'est énorme, ouais, c'est énorme. On est très fiers de ça. À partir du moment où on arrive à réutiliser déjà des choses qui existent 1, 2, 3 fois, c'est déjà pas mal. Et, ce qui évite de reprogrammer, je suppose, exactement. de redévelopper encore. Donc ça fait 7 ans qu'on fait des API, donc on a un petit historique, mais voilà, on a un très fort taux de réutilisation. Vous disiez que, Antoine, vous travaillez par opportunité. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui, pas en tête, pas tout de suite bien sûr, mais une cartographie des lieux sur lesquels vous allez travailler parce que vous avez identifié justement une peut-être vétusté, le terme est très fort, mais en tout cas une ancienneté des systèmes qui, à terme, peut vraiment vous bloquer dans vos efforts de transformation? Alors comment on fonctionne? En fait, on fonctionne avec les équipes produits marketing qui ont des ambitions de déployer, on parlait de l'application mobile, ça peut être des extranets, ça peut être des CRM, ça peut être tout type de système. Donc eux font leur roadmap métier en fonction de l'intérêt business qu'il y a à déployer telle ou telle expérience, par exemple, de paiement dans tel ou tel pays. Et nous, en fait, on va faire donc une étude d'architecture. On va se rendre compte qu'en fait, il faut apaiser telle ou telle partie. Et on va voir le pays pour comprendre comment ça marche et pour le faire rentrer dans nos canons en fait, de développement. Ce que vous utilisez dans un pays, dans un pays, est-ce que ça a vocation à être réutilisé ailleurs ou c'est vraiment très, très, très spécifique? Parfois, parce que vous avez donné l'exemple de l'Italie, de la Belgique, de l'Allemagne. Alors, très concrètement, voilà, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on suit un pattern d'architecture qui s'appelle l'API-led Connectivity. Alors, je rentre un peu dans la technique. Je vous en prie. Mais en gros, c'est des API en couches. On a une couche publique qui s'appelle l'expérience, qui est dédiée à une expérience applicative, CRM, mobile, extranet. Et cette couche qui est publique s'appuie sur une couche interne qui est notre cœur de métier, qui est la couche process, où là, on va avoir un découpage non plus par expérience applicative, mais par domaine fonctionnel d'Edenred, l'utilisateur, le marchand, la carte, les transactions, etc. Et donc, petit à petit, on va... j'ai encore perdu le La fil question, c'est comment est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous détaillez en fait la démarche pour renouveler les systèmes? Est-ce que vous la reproduisez d'un pays à l'autre ou est-ce que vous avez mis des démarches spécifiques en place? Exactement. Donc avec ces différentes couches, en fait, on a fait un travail très fort de gouvernance technique. On a vraiment cadré les contrats de chaque API. C'est-à-dire qu'on a normalisé l'accès, les entrées-sorties, par exemple, qui se trouvent au niveau de l'utilisateur. Quelles que soient les règles dans le pays, le contrat est le même en France qu'en Italie, qu'au Brésil, etc. Et le fait d'avoir fait ça, ça abstrait complètement le pays, enfin la complexité du pays. Et demain, on peut arriver et dire, par exemple, on peut venir déployer un nouveau système qui va mieux gérer les utilisateurs, etc. Parce qu'on a changé un peu notre fusil d'épaule. On veut gérer différemment la manière dont est stockées les données. Ou, bref, voilà, on a un nouvel applicatif à déployer. Il suffit qu'il se conforme au contrat qui a été défini dans notre catalogue et on va pouvoir le remplacer sans impacter les systèmes au-dessus. D'accord. J'aimerais qu'on détaille un peu cette notion de gouvernance, Antoine, qui est très importante, hein, vous venez de le mentionner. Comment est-ce que vous assurez aujourd'hui, pour demain même, je dirais, que tout le monde repart sur des bonnes bases qui vont vous permettre demain de continuer à faire évoluer les systèmes, d'ailleurs que ce soit en France ou ailleurs? Alors, on travaille de concert avec l'équipe Architecture Group qui nous aide beaucoup là-dessus. Donc, on va définir des contrats d'API. Le plus important, c'est d'arriver à cartographier cette zone, cette couche process que j'ai appelé tout à l'heure, la couche métier avec les différents domaines Edenred. Et après, c'est un grand jeu de Lego. C'est-à-dire que quand on va avoir une nouvelle idée, on va juste assembler les Lego existants. Et tout l'enjeu
et de notre côté, de s'assurer que chaque pays respecte bien ces contrats qui ont été définis. Et donc ça, c'est un travail au quotidien. Il faut évangéliser, il faut fournir une plateforme centralisée dans laquelle les gens puissent venir publier leurs API. Il faut des systèmes qui puissent tester aussi que tout ça, ça soit conforme. Donc ça demande quand même une certaine mise en place. Mais au final, une fois que les gens ont compris l'exercice et qu'ils adhèrent au système, on a quelque chose qui est très réutilisable. Et le fait d'abstraire en dessous, ça permet en fait de prendre le temps de faire les bons choix en dessous pour remplacer ce qui a vraiment besoin d'être remplacé, le cas échéant. Quelle marge ça vous laisse, cette gouvernance, pour continuer à innover? Je suppose que le cadre n'est pas complètement fermé. Si vous avez besoin de faire d'autres évolutions, si par exemple, vous avez l'Italie qui a une demande particulière, une demande métier, hein, vous parliez justement de ces différents blocs sur lesquels vous travaillez, sur lesquels chacun avait, disons, des avis spécifiques. Si vous avez une demande métier des Italiens, qui est une très bonne idée, parce que ça peut faire évoluer l'utilisation d'un service, n'importe lequel, est-ce que vous donnez la marge, justement, pour le faire évoluer, non pas plus en Italie, non plus uniquement en Italie, mais ailleurs, malgré votre cadre de gouvernance? Exactement, en fait, le modèle est complètement, enfin, il n'est pas figé. On ne peut pas figer à l'échelle d'un grand groupe comme ça. On n'a pas la prétention d'avoir quadrillé tout le besoin et tout l'existant. Et quand une nouvelle idée arrive d'un pays, quel qu'il soit, on regarde s'il y a un intérêt à la partager. Parfois, on est sur des domaines qui sont très spécifiques au pays et du coup, ça ne vaut pas le coup on va dire, de généraliser, de forcer ces gens-là à rentrer dans un moule. Donc on les laisse faire. Et si on pense que en fait, le besoin peut être partagé ailleurs, donc c'est une discussion qu'on a avec les équipes d'architecture, on définit un contrat, on fait bien attention d'enlever toute la partie spécifique, par exemple italienne, qui pourrait y avoir dans ces échanges. Et ça rentre dans notre catalogue. J'aimerais qu'on parle maintenant, Antoine, de réécriture, parce que, encore une fois, on en parlera tout au long de l'émission, mais Aline Bourdin l'a dit avant, il y a un travail qui est fait sur le code, elle a parlé du logiciel, elle a parlé du changement, effectivement, du changement d'équipement. Si on revient sur l'écriture, est-ce que pour vous, demain, vous allez être obligé de réécrire du code, réécrire totalement des API? Vous avez parlé de l'effort de réutilisation, en tout cas le sens de réutilisation que vous vouliez, c'est une chose. Mais dans quelle mesure vous allez être obligé, à un moment, de réécrire certains programmes? Alors, on n'a pas pour objectif de tout réécrire. L'objectif, c'est de rationaliser au maximum. Parfois, c'est compliqué de rationaliser dans certains cas. Donc, je pense que l'enjeu, il est plus de s'assurer qu'on a les bases saines dans un SI local pour pouvoir déployer de nouvelles choses innovantes, plutôt que se dire, tiens, il faut tout réécrire en dessous parce que c'est vieux. Donc le fait d'avoir abstrait, en fait, ça nous permet de continuer à déployer de la nouveauté et vraiment de se dire, tiens, par exemple, ce système-là, spécifiquement dans ce pays, j'ai un gros risque dessus parce que la techno ou la connaissance a été perdue ou je ne sais quoi encore. Et donc on peut faire des choix très spécifique, mais on n'est pas pressé par le temps et on n'est pas en train de se dire mince, il faut absolument qu'on réécrive tout parce que dans 2 ans, on veut sortir un nouvel extranet ou je ne sais quoi, une nouvelle expérience qui bouleversera tout. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que la logique principale et le socle de votre réflexion, c'est pas on réécrit forcément. Exactement. Voilà, parce que ça pose aussi une question de moyens, parce que physiquement aussi, c'est problématique. On fait ça vraiment par opportunité. Par exemple, la réécriture, on va dire, la plus récente qu'on ait fait, la plus notable, c'est autour des expériences des utilisateurs. Dans pas mal de pays, on avait plein d'applicatifs qui avaient chacun leur base de données utilisateurs, on va dire. Et donc, suivant l'application que j'utilisais dans ce pays-là, je me retrouvais à avoir plusieurs mots de passe parce que c'était stocké dans des choses différentes. Donc, on s'est posé, on a imaginé un système qui nous permettait de centraliser toutes ces gestions de compte et n'avoir qu'un mot de passe, quelle que soit l'expérience applicative que j'utilise. Ce système,
on l'a fait de manière à ce qu'il soit conforme aux spécifications de notre couche API. Et du coup, dans tous les pays où on a cette API, on peut venir la remplacer par ce système et, sans impact sur ce qui est déployé. Comment vous gérez, un mot Antoine, sur cette question de compétences justement? Comment est-ce que vous gérez cette question des compétences, sachant que je suppose que dans vos équipes, vous n'avez pas des spécialistes de l'ensemble de vos systèmes, des versions, ainsi de suite. Comment est-ce que vous faites en sorte d'avoir constamment sous la main ou à portée de main des compétences qui vous permettent justement de mener à bien votre mission de transformation? Alors, dans mon équipe, on se focalise surtout sur les technologies de l'API où on fait de l'intermédiation. Donc, on est la couche, on va dire, le lien entre ce qui vient consommer et ce qui est abstrait en dessous. Ça, c'est donc, on va dire, la première partie API de mon équipe. Et la seconde, c'est les composants, où là, on va se permettre de venir proposer des applicatifs groupes, ou on va dire des back-office groupes, etc., qu'on va pouvoir déployer. Et là, on a nos technos. On est sur des technos, tout à l'heure, on parlait de Microsoft, nous on est aussi très Microsoft là-dessus. Et la couche d'abstraction permet en fait d'éviter de se poser la question de la technologie. Donc c'est pas si important. Et après, en termes de dette technique, à partir du moment où vous déployez un outil, vous commencez à accumuler de la dette technique parce que les frameworks évoluent, les technos changent. Oui, il y a une partie de la etc. dette qui est incontournable, elle revient forcément. Donc, à notre niveau, on doit toujours se mettre à jour, etc. Mais comme toute équipe applicative, mais le plus important est cette abstraction. Si on est clair sur la manière de consommer ce qui est en dessous, peu importe dans quel techno c'est fait, que ce soit vieillissant ou hyper moderne, si on arrive à communiquer avec, eh ben on arrive à le réutiliser et enrichir de nouvelles expériences avec ce qui existe déjà. Est-ce que vous vous êtes donné, Antoine, vous le disiez tout à l'heure en partie, mais est-ce que vous vous êtes donné une date limite en vous disant, voilà, moi j'ai des systèmes anciens, je sais que j'ai cartographié, je sais qu'en France, dans tel pays, j'ai des systèmes anciens, et je me donne comme horizon 3 ans, 4 ans, 5 ans pour tout changer? Est-ce que vous vous êtes donné ce genre de date butoir ou vraiment c'est l'opportunité qui prime avant tout et vous verrez au fil de l'eau? Alors, on a ce genre de guideline globale, on a X systèmes qui ont été répertoriés à un instant T et 5 ans après, on doit diminuer ce nombre qui est énorme par 3 ou 4, etc. Donc on a des grandes lignes, un peu comme dans toutes les grandes boîtes comme ça. Mais au quotidien, on fonctionne vraiment par opportunité parce que c'est très compliqué. Et une fois que, par exemple, on a cette couche, j'en reviens toujours à la couche d'abstraction, mais si on se dit que, par exemple, j'ai un système qui va gérer, je ne sais pas, les transactions, et j'ai bien abstrait pour 15-20 pays les échanges que je pourrais avoir sur cette thématique. Peut-être que ces 15 pays ont 15 systèmes différents. Je peux choisir d'en déployer un central et de venir faire un espèce de connecteur, d'aller brancher mon système derrière les API de manière transparente, et je vais remplacer tout d'un coup 15 systèmes par un seul. D'accord. Donc, oui, l'effort est moins conséquent quand on travaille comme ça. Oui, tout à fait. Alors, il y a des opportunités comme ça qui permettent d'avancer plus vite. Mais oui, comme tout le monde, on a ce genre de challenge et les API nous aident pas mal comme ça. Enfin, l'abstraction qu'elles procurent nous permet d'avancer en limitant les impacts sur le restant du SI. Une dernière question, Antoine, peut-être vraiment d'ordre plus global. Quel regard vous portez sur cette dette technique? Je le disais dans l'interview tout à l'heure précédente que je l'avais qualifiée, même en introduction, de frein. J'ai utilisé le terme boulet. Aline Bourdin disait que ça va un peu loin, mais ça y ressemble un peu quand même. Comment est-ce que vous jugez votre dette technique? Comment est-ce que vous la considérez? Alors, je pense que la dette technique est incontournable. Il y en a toujours eu et on en aura toujours. On travaille dans un métier qui évolue constamment. On a cette chance-là, donc c'est ce qui nous passionne d'ailleurs. Mais du coup, ça veut dire qu'on accumule de la dette technique en permanence. Donc il faut vivre avec et le plus important, c'est de la maîtriser, qu'elle ne devienne plus un bloqueur.
Et aujourd'hui, chez Edenred, la solution qu'on a trouvée pour que ça soit plus un bloqueur, ce sont les API. Et ce sera le mot de la fin. Et vous disiez, c'est des techniques, il faut vivre avec. Je ne sais pas si on entendra autant de gens d'accord avec vous, mais en tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes Head of API and Components chez Edenred. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Nous allons passer à la suite de notre émission et je vous le disais, on a parlé d'abord de transformation globale. Maintenant, nous allons parler nous allons voir ensemble comment l'industrie et les assurances font face à cette dette technique. Avant de débuter cette émission, de cette partie de l'émission, je vous propose d'écouter un petit extrait de podcast, pas très long, 1 minute, et nous en parlerons avec nos invités. You're listening to the Accenture Insurance Influencers podcast. Now, I understand that there are 2 case studies or transformations at Westfield, one that has completed, one that has been completed, and one that is in progress. I'd love to dig into these. Where does it make sense to start with the completed project, maybe? Sure. So there's probably been more than 2, but those are the 2 that I was actively involved in the past several years. The first one is a claims transformation, and it basically began because we weren't able to meet the business needs with our current platform. It was very old, and we were still doing a lot of manual processes. They were ineffective, inefficient, and so at that point in time, claims had developed a strategy, and in order to meet that strategy, we needed to make some pretty significant transformational changes within our claims service offering in terms of the tools and technologies that they were using. When did this claims transformation happen? We started in 2011, I believe, 2010, 2011 with the strategy work. We implemented in 2014, I believe, because a lot of our systems were older, let's just say. It wasn't just implementing a new claims system. We also had to do a lot of other work around it, which required why it took so long and required as much work as it did from an IT perspective. Alors, je résume très rapidement. Dans l'exemple que nous venons d'entendre, nous avons une DSI, Tracy Petkovic, qui est DSI de Westlife Assurance, qui explique qu'en gros, son système d'information était devenu trop ancien pour assurer les missions en fait, du business, donc du service des indemnisations. Et c'est la raison pour laquelle des changements ont dû être engagés. C'est un exemple très concret puisque nous allons voir justement comment une assurance peut être, elle aussi, amenée à se transformer. Pour parler de cela, j'ai avec moi 2 invités. Je vais commencer par vous, Philippe Léland. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe, vous êtes Sales Director Application Modernisation and Cloud chez Microfocus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons également avec nous à distance Frédéric Pied. Frédéric, bonjour. Bonjour. Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable du portefeuille stratégique plateforme et de la tribu Apollo au sein du système, de la direction des systèmes d'information de la Maïf. Alors vous avez entendu comme nous, certainement Frédéric, cet extrait, un système trop ancien, donc une nécessité de se transformer. Peut-être une toute première question, une réaction par rapport à cet extrait. Est-ce que vous êtes trouvé, est-ce qu'au sein de la Maïf, vous êtes trouvé dans la même situation que cette DSI qui témoignait, c'est-à-dire qu'elle a eu en fait le business qui est venu la voir et qui lui a dit voilà, nous on doit faire des indemnisations, nous n'y arrivons plus parce que notre système est trop ancien, on doit absolument faire des changements et donc du coup ils ont dû adresser cette problématique de la dette technique. Est-ce que le point de départ, ça a été le même pour vous, Frédéric, ou non? Alors, non, je dirais pas jusque-là, parce qu'en fait, on arrive quand même à anticiper ces blocages quand ils vont arriver. Nous, la problématique qu'on a plutôt eu à gérer, parce que notre legacy, qui est constitué d'un legacy COBOL sur système Unix,
Il est très robuste, hein. Il est très robuste. Il a quand même évolué au cours des années. Les questions qu'on a plutôt eues, c'est comment on fait plus de temps réel, plus d'omnicanalité. Je vois par exemple sur la gestion des sinistres, hein, avec ce système-là, qui par ailleurs répondait aux besoins en termes de robustesse. C'était plus des questions d'ouverture et d'agilisation du système que vraiment des blocages qui l'empêchaient de répondre à des besoins métiers. À quoi ressemble votre dette technique aujourd'hui, Frédéric? Est-ce qu'elle est plutôt matérielle, logicielle ou un peu des deux? Alors c'est plutôt logiciel. Aujourd'hui, hein, je l'ai dit, on a un système comme beaucoup de banques et d'assurances constitué de, alors qu'on appelle un legacy, hein, COBOL, Tuxedo, sur système Unix. Voilà, c'est un patrimoine qui peut jouer toutes nos applications cœur, hein, qui gère les contrats d'assurance, les sinistres, certaines fonctions comptables aussi. Mhm. Par contre, c'est un patrimoine qui est très robuste, qui est plutôt stable, qu'on maîtrise assez bien, qui est très adapté à notre métier et à notre façon de faire notre métier. Mais néanmoins, c'est un monde de batch. C'est pas un monde de temps réel. Voilà, c'est un peu sur cet aspect-là qu'on a travaillé. En fait. Philippe, est-ce que vos clients ont, un peu comme ce que démontre Frédéric, une connaissance fine finalement de leur patrimoine IT et qui sont capables justement de le décrire avec précision? Je crois que c'est un sentiment contradictoire, comme disait Madame Bourdin tout à l'heure des sites Vinci. Il y a une grande dette technique, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup du passé. Donc cette notion de se dire la connaissance n'est pas forcément toujours là, mais il y a un sentiment de contrôle de ces applications. Et je pense que quand on fait des projets avec nos clients sur les modernisations de ces systèmes legacy, comme on dit, la mainframe ou AS400, il y a toujours deux étapes. Il y a la première étape où on fait l'analyse du patrimoine. Et là, régulièrement, on a nos clients qui nous amènent ce patrimoine, puisqu'ils vont nous apporter le code de ces applications. C'est de là qu'on va partir. Et régulièrement, on revient, on dit vous ne m'avez pas tout donné. Monsieur, madame, vous m'avez donné votre patrimoine, mais il manque quelque chose. Et ils disent non, c'est pas possible. Et cette étape qui se fait en 3-4 itérations, et on se rend compte qu'en fait, ils nous ont donné potentiellement 60% de leur patrimoine. Ils avaient oublié 40% de ce patrimoine. Donc là, déjà, une première connaissance là, ou une reconnaissance que finalement, le contrôle n'était pas forcément là. Et la deuxième étape, c'est à la fin du projet, quand ils viennent vous voir. Et la semaine dernière, j'étais avec le CEO d'AG Insurance, qui est une assurance en Belgique. Heidi, elle disait, on a redécouvert notre patrimoine. Donc, ils font le projet et forcément, ils réalisent qu'ils ne connaissaient pas. Parce que ça fait 40 ans que vous développez. Et il est tellement riche. Voilà. Je pense que c'est ça. Il y a un sentiment de contrôle, comme disait Madame Bourdin tout à l'heure, mais c'est vraiment un sentiment. Il y a quand même un gros morceau qu'ils ont oublié. Voilà. Frédéric, pour une assurance comme la Maïf, tout tourne très logiquement autour de la relation client. Disposer d'équipements, et en l'occurrence pour vous plutôt de langage ancien, est-ce que ça a été un bloqueur pour atteindre cette omnicanalité que beaucoup d'assureurs veulent absolument atteindre? On travaillé, hein, ça fait 4-5 ans maintenant que la tribu Apollo est en place, à l'ouverture du SI, la plateformisation du SI. Et donc on a fait un petit peu ce que décrivait l'interlocuteur précédent, c'est-à-dire qu'on a créé une couche d'abstraction pour pouvoir exposer tous ces services, donc en COBOL, mais très robustes, via des API, et pouvoir en fait brancher sur ces API nos actifs digitaux, donc l'application mobile Maïf, le site maïf.fr, des partenaires aussi auxquels on propose nos services. Donc ça a été tout un challenge de communication, c'est-à-dire de rendre en fait, d'ouvrir l'accès à ces services via des couches d'abstraction et donc de plateformiser. Alors c'est vrai que c'est pas forcément simple, ça pose des questions hein, de complexité, puisqu'on peut vite parler de millefeuilles technologiques, on rajoute des couches d'abstraction. Bon, voilà, dans l'agilité de l'évolution du SI après, ça a des conséquences. Avec lesquelles vous travaillez sont-elles limitées aujourd'hui par leur mainframe
ou d'autres patrimoines anciens d'une manière générale. On a un bel exemple. On a Frédéric qui nous dit que finalement, avec une couche d'abstraction, on arrive pardon, le terme est un peu compliqué, on y arrive et on peut se transformer. Voilà, quel regard vous portez, vous, sur les organisations que vous accompagnez qui peuvent avoir les mêmes legacy ou plutôt des systèmes anciens? Ouais, je pense que c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire qu'ils avaient un système excessivement fiable et aujourd'hui ils sont confrontés à des problématiques d'agilité. Vous avez toutes les approches en Scrum où vous voulez faire des développements tous les 15 jours, toutes les semaines, vous voulez déployer des nouvelles applications et votre back-end qui est un legacy, qui avait plutôt l'habitude de faire deux updates par an, donc tous les 6 mois. Donc il y a vraiment un problème là. Vous avez le problème des ressources qu'on discutait tout à l'heure. Qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus du tout d'ailleurs. Qui commence à se réduire, où la moyenne d'âge commence d'être très proche de la retraite, ou même après la retraite pour la plupart de nos clients. Donc vous avez ça, et vous avez aussi un nouveau... Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur le marché, c'est la prise de connaissance des clients sur la valeur des données. Les données aujourd'hui, avec l'analytique, vous parlez des cloud providers qui tout à l'heure, qui trouvent une grande valeur à analyser toutes les données. Et quand vous avez ces données dans ces vieux systèmes, dans des bases de données des fois très propriétaires, vous ne pouvez pas accéder facilement à cette donnée. Et aujourd'hui, tout le monde pense qu'il y a des services à offrir à leurs clients grâce à l'analyse des données. Donc là, je pense que ça, c'est quelque chose de très fort au niveau du métier. Ils veulent tous accéder à ces données. Et là, c'est quand même un frein très important. Et le dernier, le coût, parce que plus vous avez une vieille voiture, plus ça coûte cher à faire tourner. Ouais. Voilà. Donc, quelles sont les méthodes ou les outils que vous conseillez pour justement mener à bien cette transformation? Est-ce qu'il y a des clés que vous pourriez partager avec nous pour les entreprises qui souhaitent continuer à évoluer? On a des exemples depuis ce matin, malgré le legacy. Je dirais que la première phase qui est incontournable, c'est l'analyse de ce patrimoine. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la phase numéro 1 de tout projet de modernisation de legacy, c'est de comprendre ce que vous avez. Et après, commencer à définir des trajectoires de modernisation. Vous avez quand même des multiples branches, beaucoup de choix à faire. Donc vous pouvez réécrire. Il y a des portions de votre application qui nécessitent une réécriture. Il n'y a aucun doute. Vous avez peut-être potentiellement une vieille application qui fait la paye. Aujourd'hui, est-ce que cette application a du sens? Peut-être c'est plus simple de racheter un package qui est spécialisé pour faire la paye. Donc vous en trouvez plein sur le marché. Oui, il y a vraiment un arbitrage à faire. Voilà, il y a des arbitrages. Donc vous prenez ces applications et vous commencez à définir les trajectoires de modernisation. Par contre, là où je dirais Microfocus apporte peut-être quelque chose de légèrement différent, on pense, nous, qu'il faut faire du run et du transform. C'est-à-dire que transformer votre patrimoine, c'est essentiel. Par contre, il faut pouvoir continuer de tourner, pour continuer d'avancer et de continuer de pouvoir faire fonctionner. Comme disait tout à l'heure Madame Bourdin encore, c'est tout de suite la dette technique, il y a un problème. Donc là, je pense que moderniser l'infrastructure, ça vous permet au moins de porter ces applications dans un domaine, dans une architecture nouvelle, qui vont vous permettre de faire ces API, ces microservices pour adresser les points, et vous donner le temps de faire les modernisations. Donc vous allez vous débarrasser potentiellement de l'infrastructure vieillissante, vous enlevez les coûts, ce qui est toujours intéressant parce que vous allez pouvoir potentiellement les réinvestir dans votre modernisation. Voilà. Donc jusqu'à présent, je dirais que les clients regardaient plutôt, je modernise application par application, et ils se rendent compte que le chemin qu'ils doivent faire est très long, et donc les coûts du legacy restent, et la problématique entière de ce legacy reste. Aujourd'hui,
il y a cette envie de se dire on peut, en même temps qu'on fait ces projets de modernisation, changer l'infrastructure pour vous permettre plus de temps et surtout de récupérer des économies qui vont être injectées dans cette modernisation. Parce que ça coûte très cher. Le temps, justement, parlons-en, Frédéric. Est-ce que cette dette technique a une incidence sur votre time to market aujourd'hui, quand vous lancez un nouveau produit, quand votre entreprise lance un nouveau produit, un nouveau type d'assurance? Quel impact ça a sur le time to market? Effectivement, hein, on a un système aujourd'hui, je l'ai dit, qu'on peut qualifier de millefeuille technologique. Donc, quand on veut faire évoluer ou ajouter une fonctionnalité ou une offre, hein, il faut rassembler les compétences et les synchroniser pour modifier les différentes couches du cœur COBOL, j'allais dire, jusqu'à l'API qui expose le service. Alors, on tente d'améliorer la situation en fait en changeant un peu l'organisation, c'est-à-dire qu'en créant des équipes autonomes qui ont toutes les compétences pour modifier un peu tout le silo de chaque fonctionnalité. Et c'est vrai que voilà, le fait d'avoir un système multitechnologie, effectivement, ça bride un peu l'agilité d'évolution du SI. Quelle est, pour reprendre un terme employé par Philippe à l'instant, quelle est la trajectoire pour laquelle vous penchez pour la transformation du patrimoine? Est-ce que vous penchez pour un décommissionnement à plus ou moins brève échéance de certains systèmes, ou est-ce que plutôt vous allez essayer de travailler sur une mise à niveau et en fait la couche d'abstraction permise par les API justement permet indirectement de faire cette mise à niveau? Par quelle voie vous penchez? C'est qu'en fait, on a une approche double. On a à la fois une capitalisation sur certains services COBOL, c'est-à-dire que voilà, on se dit dans 5 ans, 6 ans, on aura encore du COBOL, on a des services qui fonctionnent bien, ceux qui sont bien exposés, pour lesquels on a une couche d'abstraction qui fonctionne bien, on va plutôt capitaliser dessus. Et à côté, sur d'autres fonctionnalités, on va plutôt faire un choix de réécriture, j'allais dire du sol au plafond, tout en garantissant que le nouveau communique avec l'ancien. C'est un peu le challenge qu'on a, c'est-à-dire quand on va commencer à détacher des fonctionnalités et pour les rénover en microservices, il faut qu'elles continuent à communiquer avec le legacy. Et donc on a une approche très progressive qui va durer effectivement quelques années. Hein. Et selon la fonctionnalité, on choisit soit de capitaliser pour l'instant sur ce patrimoine COBOL ou de la réécrire en microservices plutôt Java. Ce patrimoine COBOL, comment est-ce que vous allez gérer en termes de ressources humaines? Peut-être un élément là-dessus. On en a parlé tout à l'heure, Philippe vient d'en parler. Voilà, comment est-ce que vous gérez le fait que le vivier de développeurs COBOL se raréfie? Alors déjà le sourcing de développeurs est déjà problématique, hein, sans parler forcément de la compétence COBOL. Alors en plus, quand on veut des compétences COBOL, c'est vrai que c'est une technologie qui n'est plus enseignée dans les cursus de formation des ingénieurs en développement. Alors, nous, on a une stratégie en fait d'internalisation de nos forces de dev. Donc, on essaie de recruter des développeurs COBOL. Donc, effectivement, aujourd'hui, à la Maïf, on recrute des développeurs COBOL. C'est une vraie problématique. Et donc, c'est vrai qu'on se tourne aussi vers des sociétés qui vont nous accompagner pour maintenir un peu ces compétences. On a aussi besoin de maintenir les compétences en interne qui connaissent bien ces systèmes-là, puisque, comme je vous l'ai dit, on va capitaliser, nous, encore pendant quelques années sur du patrimoine COBOL, et donc on a besoin aussi d'avoir des sachants, des concepteurs, des analystes qui connaissent bien ces fonctionnalités dans le système d'information d'AMEC. L'idéal qu'on pourrait envisager, c'est d'avoir des doubles compétences, des développeurs qui font COBOL Java, ce serait vraiment... Ça, ce serait l'idéal, si je comprends bien. On parle beaucoup de COBOL, on a évoqué effectivement et également le mainframe. D'ailleurs, je vous cite un chiffre. Hein, selon une étude, selon un document publié par les Échos il y a quelques jours, et les Échos qui publient un document interne du Crédit Agricole, 80%, chez Crédit Agricole, hein, le système s'appuie à hauteur de 80% sur du mainframe, ce qui est colossal. Philippe, le mainframe, hein, il est condamné à disparaître à plus ou moins brève échéance. Hein. Comment est-ce que les entreprises avec lesquelles vous parlez préparent-elles cette bascule? Alors, je dirais qu'il y a deux profils de clients. Vous venez de parler du Crédit Agricole qui a un très gros patrimoine mainframe. Donc, c'est plutôt des programmes. C'est des programmes sur 10 ans où vous allez avoir des directions qui travaillent sur la réduction de l'empreinte mainframe. On ne parle même pas
de sortir du mainframe dans un premier temps, mais carrément simplement, est-ce qu'on peut simplement commencer à réduire son empreinte? Donc c'est des vrais travaux importants pour faire ce genre de choses. Et puis après, vous avez, comme je vous le disais, des profils où les patrimoines restent toujours importants parce que ça reste des applications critiques. Tous les gens qui ont du mainframe aujourd'hui, s'ils l'ont encore, c'est parce qu'ils ont des applications absolument critiques dessus. Et là, on voit de plus en plus des gens qui commencent à les bouger d'infrastructures, les amener dans le cloud, les amener sur des clouds privés ou publics, hein, je dirais, pour libérer cette technologie, se libérer de cette dette technologique d'infrastructure. Voilà. Une dernière question, toujours pour vous, Philippe. La bascule du mainframe vers le cloud, est-ce qu'elle se vérifie chez les clients ou chez les prospects avec lesquels vous parlez? Oui, tout naturellement, je pense que le cloud est en train de prendre une place ou en train de remplacer les data centers. Et quelque part, votre mainframe faisait partie du data center. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Crédit Agricole, donc, la plus grosse partie du workload est toujours sur le mainframe. Donc, si vous voulez vous débarrasser de votre data center, vous êtes bien obligé de traiter cette boîte noire qui est là. Et donc, naturellement, vient vers le cloud. Et on le voit, que ce soit AWS, Azure, Google Cloud, pour citer les trois publics peut-être les plus concernés par cette problématique. Plus concernés par ça. Ils ont tous des offres autour du mainframe. Donc vous les voyez, donc ils se trompent pas, ils recrutent en ce moment toutes les dernières ressources mainframe sur le marché pour pouvoir accompagner ses clients dans cette trajectoire. Donc oui, il y en a partout. Donc, partout, donc demain du cloud partout et pour tous. Messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Vous êtes Sales Director Application, Modernisation et Cloud chez Micro Focus. Et merci beaucoup, Frédéric, à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable du portefeuille stratégique plateforme et de la tribu Apollo au sein de la direction des systèmes d'information, au sein de la BAIF. D'ailleurs, pardon, une dernière question. Frédéric, vous êtes encore là? Oui. Oui, pardon, toute dernière question. Pourquoi tribu Apollo? Je voulais vous poser la question au début, mais... On est organisé en fait voilà, selon un modèle de tribu et d'équipage. Et donc, voilà, moi j'ai en charge la tribu qui a la couche d'intermédiation, justement, la création des API, l'exposition des API. D'accord. Qui est la tribu Apollo. Chaque socle fonctionnel est géré par une tribu. Par une tribu, d'accord. Ok, bon, ben c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, messieurs. Merci Philippe, je vous en prie, vous pouvez rejoindre la régie. Merci beaucoup. Frédéric, d'avoir été avec nous ce matin. Alors, nous allons continuer notre réflexion sur les verticales par rapport à la dette technique. Alors, nous avons parlé à l'instant plutôt des assurances et nous allons parler avec notre prochain invité plutôt de la partie industrie. Et pour cela, j'accueille Benoît Simonet. Benoît, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue dans nos studios. Alors Benoît, vous êtes business developer en charge du manufacturing au sein de Siemens Digital Industries Software. Alors vous l'avez peut-être suivi, on a parlé de dette technique, je le disais juste avant votre arrivée, plutôt des assurances. Et avec vous, on va regarder, on va se concentrer surtout sur la partie, le volant industriel, parce que ça n'échappe à personne non plus, les groupes industriels se transforment. Il y a de l'IoT, il y a des systèmes d'information qui sont renouvelés, il y a de l'automatisation. Donc tout ça, ça repose bien sûr sur un socle informatique. Et il y a bien sûr, comme partout, de la dette. Benoît, à quoi ressemble la dette technique IT d'un groupe industriel? Quand on regarde la dette technique, on considère quelque chose qui est un passif. Et c'est vrai que dans mes activités, dans notre mission chez Siemens, c'est par le prisme du logiciel ou des progiciels dans l'industrie qu'on regarde. Et on essaye d'avoir une approche qui est assez holistique pour caractériser et analyser avec nos clients en prenant en compte finalement toutes les étapes du cycle de vie des applications, parce que à chacune de ces étapes, il peut y avoir des décisions, des orientations qui justement risquent de provoquer la dette. Et peut-être que de manière à être un petit peu explicite, j'aimerais considérer deux natures de logiciels ou deux familles de progiciels qui peuvent avoir des incidences avec le make or buy quand on est amené à faire ses choix d'intégration des logiciels.
Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je pense qu'on pourra reconnaître chez nos clients qu'il peut y avoir un vrai problème de maintenance en termes de dette. Et quand on parle de maintenance, il peut y avoir plusieurs problématiques sous-jacentes qui sont celles de la performance, associées à la rapidité d'exécution des applications, associées à leur précision, associées à leur fiabilité. Ça, c'est quelque chose qui est un problème. Et que les systèmes anciens ne permettent plus d'atteindre et de... Exactement. Il peut y avoir effectivement une obsolescence ou il peut y avoir un cadre dans lequel il n'opère plus de manière optimale. Où il peut y avoir aussi des orientations qui ont évolué, des usages de la part des utilisateurs qui ont changé, et il pourrait y avoir des inadéquations par rapport à ce qui avait été des problématiques de départ. Et du coup, des décalages qui ne correspondent plus à ce que sont des process qui sont en cours. Et puis il y a aussi des problèmes de rigidité que peuvent avoir les systèmes dès lors qu'ils deviennent vieillissants. Rigidité qui va entraver leur interopérabilité avec différents périphériques, avec différents formats de données qui peuvent évoluer, avec de nouveaux standards qui se mettent en place. Donc ça, c'est quelque chose qui est très problématique. Et puis il y a aussi quelque chose qui est systémique qu'on voit avec nos clients par rapport à ce qu'on vit dans l'écosystème, en rapport avec les data, qu'elles soient IT ou OT. Les flux n'ont jamais été aussi importants, les volumes n'ont jamais été aussi importants, la diversité, l'hétérogénéité avec l'âge du parc, des machines ou des activités industrielles, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc voilà, il y a déjà cet aspect chez nos clients qu'on peut voir qui est associé à la maintenance. Après, quand on considère les orientations qui ont été prises sur le bail, c'est-à-dire le choix de solutions sur étagère, là aussi il y a des travers qui apparaissent avec l'âge parce qu'on a beau choisir quelque chose qui existe, out of the box, il ne marche pas nécessairement. Et il va y avoir des spécificités associées aux produits, associées aux process qui vont amener les clients à customiser. Et quand on regarde... C'est là que se posent les premiers problèmes, j'imagine, lorsqu'on commence à customiser. Ils sont évidents, mais on doit s'y attaquer à bras-le-corps parce qu'on se rend compte que quand on prend un logiciel sur étagère, peut-être 60% des fonctionnalités vont être des standards et issus du corps, mais il y a souvent 40%, jusqu'à hauteur de 40%, qui sont des customisations. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez lourd. Et de manière aujourd'hui à bien analyser le problème, si on regarde dans le miroir en 2007 ce que Panorama Consulting disait, il disait que pour un projet de nature ERP, on est en moyenne sur 18 mois d'implémentation, au bout desquels on se retrouve avec 70% de customisation et seulement 10 à 25% de fonctionnalités qui sont standards issues du corps. Donc forcément, quand on va avoir tous ces efforts, ils vont représenter potentiellement une dette, c'est évident. Oui, et qu'au final, en plus, on n'a pas forcément un produit qui est fonctionnel à hauteur de ce qu'on attendait au départ. Les entreprises industrielles ont-elles réalisé que leur dette, je ne vais pas dire pouvait entraver, mais entravait leur capacité à se développer ? Oui, ça c'est quelque chose effectivement qui est caractérisable de plusieurs manières. Il va y avoir les budgets qu'on consacre à la maintenance et au maintien en conditions opérationnelles de ce que peuvent être des solutions. Jusqu'à 80% des budgets IT sont consacrés à la maintenance. Donc ça, c'est quelque chose qui est énorme. Si je reprends aussi ce qu'avait été le constat que Panorama Consulting avait fait, il disait que sur des sujets ERP, 48% des utilisateurs obtenaient finalement moins de 50% des bénéfices qu'ils attendaient à l'issue du déploiement. Donc, moins de la moitié. Moins de la moitié. Donc là, il y a vraiment un problème qui est soit un cadrage au départ, avec une écoute de ce qu'en sont les besoins, de ce que sont les fonctionnalités attendues de manière à définir les spécifications, où il y a quelque chose qui est effectivement arrivé en obsolescence. Et le même rapport disait que 52% des utilisateurs constatent des dysfonctionnements qui peuvent être des pannes ou simplement des inadéquations dans la qualité du service qui vont entraver leur tâche métier. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Un autre problème qui est réalisé par les entreprises, ou une autre caractérisation qui est faite par les entreprises, elle est bien énoncée par Gartner, l'analyste, qui dit que côté business, on voit un accroissement du besoin pour de nouvelles applications qui évoluent 5 fois plus vite que la capacité de l'IT à satisfaire le besoin, qu'elle le satisfasse en fournissant des solutions sur étagère ou en orientant vers des projets de développement si jamais on est dans du make. Oui. Donc là, il y a vraiment aussi un écart qui est extrêmement fort. Et cet écart, il est plus fort, après c'est peut-être un chiffre de l'étude, mais il est plus fort dans le monde industriel, ou est-ce qu'on ne retrouve pas finalement le même écart dans le monde du service ou le shadow IT? Il est identique. Voilà, il est quasiment identique, je suppose. Oui, il est vraiment identique, parce que ça, c'est associé à ce qu'est la démarche de développement de logiciels, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient pour des usages tertiaires. Ça, c'est quelque chose qui est
qui n'est pas variable. Et il y a une vraie entrave finalement à ne pas savoir satisfaire ces attentes au niveau du métier. C'est qu'il y a un phénomène de backlog qui va se créer et l'étude révélait, ou je crois que c'était Forrester peut-être qui le citait, qu'aujourd'hui le backlog dans les entreprises côté IT, il est peut-être 18 mois ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on n'a pas la capacité de se mettre à l'écoute du métier pour répondre à leurs attentes. Et il y a forcément des incidences parce que ces logiciels, ce sont des outils qui vont apporter performance et productivité au niveau des métiers. Et si on ne sait pas les livrer en temps et en heure, il y a un problème de time to market. C'est évident. C'est ça, on en parlait tout à l'heure, des logiciels trop anciens, justement, ne permettent pas aux métiers d'aller aussi vite qu'elles le souhaitent et développer les produits au bon moment. Comment est-ce que vous gérez avec vos clients et prospects la question de la compétence? On en a parlé plus tôt, on sait que sur COBOL, par exemple, on a de moins en moins d'ingénieurs disponibles. Le mouton à 5 pattes qui sait faire du COBOL et du Java et d'autres systèmes, je ne suis pas sûr qu'ils soient très nombreux dans la nature. Comment est-ce que vous les accompagnez sur cette question de suivi, de rétention et d'acquisition des compétences sur les systèmes anciens? Alors ce qui nous importe beaucoup, c'est déjà de comprendre quelles sont les initiatives qu'ils prennent, de manière à les accompagner sur les compétences qu'ils veulent développer, qu'ils veulent accroître et permettre de pousser le bouchon un cran plus loin. Donc on réalise beaucoup que dans les équipes IT et les équipes de développement chez nos clients, il y a le DevOps qui est aujourd'hui reconnu comme la meilleure pratique et qui va vraiment de l'avant, avec ces nuances aussi qui vont être le SecDevOps ou le DevSecOps, de façon à bien intégrer un certain nombre de paramètres, dont la sécurité, ça c'est très important. Il y a aussi les démarches d'agilité qui se mettent en place pour qu'il y ait la meilleure relation entre l'IT et le business. Donc ça nécessite forcément des compétences ou des expertises d'un point de vue des process de développement, de façon à conduire la bonne animation, mais on peut regarder aussi ce que sont les compétences, les expertises d'un point de vue du codage, surtout si on est sur des initiatives de Make. En termes de compétences, on va faire ce qu'on sait faire avec les moyens dont on dispose. Donc si vous avez une équipe de développeurs qui est compétente en Java, JavaScript, peut-être qu'elle va être performante pour développer les applications web, mais s'il lui manque son expertise sur de l'iOS ou de l'Android, elle sera certainement entravée pour couvrir des usages qui pourraient aller vers la mobilité. Après, il peut y avoir aussi des compétences qui vont être celles de la qualité du code, avec l'algorithmie, avec la logique des applications. Ça, ce sont des problèmes qu'on doit considérer. Et face à ces constats, ce qu'on propose au titre de solution, c'est de voir comment est-ce qu'au-delà de ce qu'ils ont mis en place, qui ne satisfait pas complètement le challenge, on peut changer de paradigme, on peut proposer de nouveaux modèles. Et on accompagne beaucoup nos clients avec la mise en place de plateformes de développement rapide d'applications, plateformes collaboratives. Le développement rapide, on le propose avec le low-code et le no-code. C'est un accélérateur dans la production du code, ça nous permet de gagner en productivité. Et c'est aussi très accessible pour les citizen developers. Citizen developers, de manière à ce qu'on soit dans la mouvance du digital lean et qu'on puisse faire des co-créations des applications entre le métier et l'IT. La gouvernance reste à l'IT, mais on implique beaucoup les métiers pour avoir une compréhension de ce que sont les besoins, les usages, pour qu'ils soient à la manœuvre. Quel rôle joue votre partenaire Mendix, justement, dans le cocktail de solutions que vous pouvez proposer à vos clients? Mendix, c'est une société qu'on a rachetée en 2018, qui a été fondée en 2005. Et de 2005 à 2018, ils ont développé un savoir-faire énorme justement sur ces plateformes, par la technologie, mais aussi par l'ouverture qu'elle apporte pour la collaboration, avec une gouvernance IT qui permet de ne pas négliger la sécurité, la qualité du code, les interfaces, l'APIisation, le fait de pouvoir déployer sur n'importe quel serveur ou terminal, y compris en cloud. Ça, c'est extrêmement important. Et quand on propose ces services à nos clients, eh bien, ils peuvent intégrer la plateforme pour eux-mêmes monter en compétences et développer des synergies avec ce que sont les bonnes pratiques de CI/CD, de DevOps, de manière à ce que cette plateforme soit finalement un moyen, soit un catalyseur pour arriver à des réalisations qui seront efficaces avec les métiers. Une dernière question pour vous, Benoît. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement d'entreprise avec laquelle vous avez travaillé ces derniers mois, vous travaillez encore d'ailleurs, qui est en train justement de travailler autour de sa dette, de la faire évoluer et de se transformer? Je peux prendre l'exemple de Continental, qui est un équipementier dans le domaine de l'automobile, qui est un acteur global et avec lequel on a beaucoup de solutions Siemens qui sont en production.
il n'y avait pas nécessairement d'adéquation chez Siemens à un besoin qui était la modernisation de leur système financier. Et on a aidé à voir comment, par l'accélération du make, par le support au make, on était capable de changer la donne. Ce qui les bloquait, c'est que pour la modernisation de ce système financier qui était utilisé par 10 000 de leurs employés, on était sur un chiffrage de développement qui était environ de 12 mois. Et avec 12 mois, vous imaginez aussi le budget informatique que cela représentait. Donc, Évidemment. en termes de déclenchement des opérations, il y avait quelque chose qui était vraiment un problème. Avec une plateforme telle que Mendix, comme on la propose, qui met en œuvre le low-code, no-code, on peut développer 6 à 10 fois plus vite que si on le fait avec des lignes de programmation, en ayant une écoute optimale auprès des utilisateurs, auprès des usages, comme je vous le disais. Ce qui a permis vraiment de proposer à Continental que par cette technologie, il puisse avoir 12 semaines de réalisation plutôt que 12 mois. On n'était pas encore à 6 à 10 fois plus vite, mais c'était un premier projet qu'on a lancé avec eux qui a réellement été un succès. Non seulement ça a été bénéfique pour changer ce Frankenstein qui était leur système financier, mais ça a permis aussi de voir que ce modèle, cette nouvelle pratique de développement rapide d'applications et de co-réalisation avec les métiers, elle était pérenne et porteuse. Et ils ont monté ce qu'on appelle une Application Factory, où réellement ils ont incubé des compétences, intégrer un pôle de savoir-faire de façon à accompagner les différents métiers dans les différentes branches de l'entreprise. Donc je crois que c'est un premier succès qui a fait beaucoup de petits depuis, et c'est un modèle pour beaucoup de nos autres clients qui veulent prendre le train en marche. Donc le low-code, no-code est lui aussi un outil pour répondre à la problématique de la dette technique. Benoît, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes Business Developer Manufacturing au sein de Siemens Digital Industry Software. Et je vous en prie, Benoît, vous pouvez rejoindre la régie. Merci. Je vous propose d'entamer maintenant la dernière partie de notre émission et de parler de manière plus générale de mise en relation de la dette technique avec un plan de transformation globale. Alors, on a un tout petit changement de planning puisque nous accueillons dès maintenant Sarah Bernuy. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors, Bernuy ou Bernuit? Bernuy. Bernuy. Sarah, vous êtes Managing Director Cloud First chez Accenture. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, nous allons continuer bien sûr de parler des techniques, mais alors nos auditeurs ne le savent pas, vous avez une expérience internationale, on va parler français, mais vous exprimez dans la langue de Shakespeare magnifiquement bien. Comment ailleurs dans le monde, dans les différents pays où vous avez travaillé, cette dette technique est-elle abordée? C'est une bonne question. Alors, elle est abordée de manière assez émotionnelle dans les pays latins et germaniques. Et je pense que c'est dû au langage. Donc, à la fois, ce sont des grandes cultures. Et c'est vrai que le principe de dette est une grosse lourdeur et parfois freine l'innovation. En raison de la dette technique, on ne va pas aller sur de nouvelles technologies où il faut d'abord régler cette dette avant de passer à autre chose. Dans les pays anglo-saxons, la dette, qui est souvent utilisée même au niveau financier, est véritablement incorporée dans le schéma de développement. Mais ce qui est très intéressant, et expérience internationale, mais surtout expérience européenne, c'est qu'on remarque que la France a vraiment une grosse qualité en termes de développement, un grand souci à long terme de qualité du code, réusinage du code, avec des entreprises performantes sur ces pans de qualité qui sont connus de par le monde. Donc, il ne faut pas non plus, on va dire, se jeter la pierre en tant que latin. Oui, il y a un passif émotionnel, mais de l'autre côté, un grand souci de qualité de développement. Et chez nous, à Accenture, avec plus de 114 000 collaborateurs quand nous développons sur le cloud ou aussi sur les legacy, il y a véritablement ce souci d'incorporer la qualité du code et la gestion de la dette technique sur tous les environnements hybrides. Comment est-ce qu'on évite, Sarah, de recréer de la dette technique dans un projet de transformation? On avait, il y a quelques minutes, Antoine Setter qui nous a dit que lorsqu'on développe, que ce soit, on transforme un nouveau système, presque automatiquement on a de la dette parce que le framework qu'on a déployé ou la solution même qu'on a déployée, dans 3, 4, 5, 6 mois, il y a une nouvelle version. Donc cette dette-là est quasiment
incompressible, en tout cas c'est la manière dont il le voyait. Comment est-ce qu'on peut limiter, ou au moins réduire, peut-être que c'est difficilement évitable, de recréer de la dette, Sarah? Alors, je corrobore dans le sens d'Antoine, c'est-à-dire qu'on ne l'évite pas, on la maîtrise. Il faut travailler sur les 3 facteurs clés. Souvent, pourquoi il y a de la dette? Un manque de temps, une pression énorme sur les développeurs à sortir plus de features. Et donc, il y a vraiment un aspect où il faut vraiment gérer ce temps. Il y a un manque de bonnes pratiques. L'arrêt d'excoute est toujours valable partout. C'est-à-dire qu'on essaye de rendre l'environnement plus propre que l'on l'a trouvé. Et ça, dans l'IT, c'est pareil. Et donc, au sein de centres de compétences cloud, et nous on dit cloud hybride parce qu'il faut vraiment le penser globalement, on essaye d'appliquer les bonnes méthodes de testing, de qualité, de développement en avant-front pour pouvoir maîtriser cette dette. Et troisièmement, de communication. Mais ça, c'est un petit peu partout. C'est-à-dire que bien expliquer au business pourquoi il y a ce besoin de réusinage, pourquoi on a besoin d'allouer 20% du temps de développement pour améliorer l'application. Et ça doit être expliqué en termes quantifiables pour le business, augmentation d'utilisateurs, réduction du temps, augmentation de chiffre d'affaires. Vraiment simplifier ce langage. C'est cette explication-là qui est vraiment pertinente, qui est vraiment très importante justement pour fluidifier cette gestion de la dette? Oui, c'est important parce que de plus en plus, beaucoup d'entreprises se disent je suis banking tech, je suis insure tech. Beaucoup aujourd'hui, le sujet de la technologie, les DSI se retrouvent au comité de direction. Donc il y a très peu d'entreprises, on va dire les grosses entreprises, qui n'incorporent pas le digital ou la technologie au sein de leur axe stratégique. Et chez Accenture, nous le portons véritablement à la fois au niveau du conseil et des transformations que le client doit opérer, mais aussi comment on le dérive au niveau technologie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment de plus en plus simplifier le langage parce que la dette technique, et on va dire l'environnement informatique, se complexifie. Il y a les clouds, il y a le legacy, on va dire, tous les systèmes back-end, mais il y a le edge qui arrive et il y a la cloudification du réseau. Et donc, pour le business, c'est un complexe et on a cette volonté de simplifier ce langage. Comment est-ce qu'on s'appuie, Sarah, sur le cloud de manière efficace, efficiente, pour se transformer sans pour autant recréer de la dette? Ouais, c'est intéressant parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les hyperscalers investissent 200 millions de dollars par jour en recherche et développement. Par jour? Par jour. Et ça, c'était une de nos études il y a 2 ans. Et donc, on se repose véritablement sur les épaules de géants quand on s'allie avec un hyperscaler. Et ça nous offre non seulement une réduction des coûts d'infrastructure, un environnement de développement beaucoup plus agréable, utilisation de l'innovation. Et ce qu'on a vu quand on parlait de l'aspect un petit peu global à Accenture, c'est que autant les boîtes européennes utilisent le cloud, même plus que certaines boîtes américaines. Par contre, on l'utilise surtout pour réduire les coûts infrastructures. Alors qu'on voit outre-Atlantique, on va dire les compétiteurs du cloud l'utilisent vraiment comme levier de compétitivité, de différenciation produit. Et donc là, il y a véritablement un angle sur lequel travailler pour nos entreprises françaises. Mais il faut regarder la partie aussi immergée de l'iceberg. J'en parlais avec Antoine quand il parlait des API. Je dis oui, c'est vrai, c'est fantastique, l'APIisation, les architectures ouvertes et l'expérience développeur que le cloud offre. Néanmoins, il ne faut pas recréer de la future dette. Et là, je m'élève plus au niveau de la dette financière. Le cloud reste un engagement financier. Et il faut bien le mesurer. Il y a eu parfois un peu trop, on va dire, de gros volumes pensés. Et puis, il faut quand même l'utiliser. De deux, plusieurs directeurs de services informatiques bancaires de par l'Europe me confiaient qu'en ayant adopté le cloud pour leur banque mobile, pour leur système d'engagement,
ils ont oublié de regarder un environnement hybride. Et comme ça doit interagir avec le back-end, les legacy, les mainframes, la note aussi dans le back-end a été importante. Ce qui fait que si on n'a pas, et nous ce qu'on prône, c'est véritablement un centre de compétences cloud hybride que nous avons mis en place aussi chez de grands acteurs du monde pétrolier français ou autres, c'est-à-dire à regarder les différents pans au niveau de l'architecture pour pas que la dette augmente d'un côté, mais va recréer aussi une dette cachée de l'autre côté. Il y a un autre angle aussi, c'est que faire de l'APIisation, et on en parlait un petit peu avec Antoine auparavant, faire de l'APIisation, il faut aussi repenser à l'environnement et l'outillage. Le cloud est un moteur. Alors on peut l'utiliser comme infrastructure as a service. Il y a aussi software as a service ou platform as a service. Il y a moins de dettes, bien sûr, quand on est sur platform as a service, parce que ça, c'est le fournisseur qui va le gérer. Mais beaucoup l'utilisent en France comme infrastructure as a service. Et si vous avez que le moteur, et il faut penser au reste pour faire la voiture, et si on ne pense pas à l'amener au garage de manière régulière, vous recréez aussi de la complexité, de la dette, ça va être beaucoup plus dur à gérer. Donc ça, c'est à penser en amont, et on est là pour accompagner nos clients là-dessus. Il y a également autre chose sur lequel il faut se projeter et penser en amont, comme vous disiez, c'est le FinOps. En quoi est-ce qu'une démarche FinOps peut-elle être utile lorsqu'on regarde sa dette technique ? Alors, quand nous estimons les volumes nécessaires avec un hyperscaler, il faut bien penser à l'engagement qu'on va prendre. Donc déjà, avoir une base, le FinOps n'est pas seulement sur le cloud, mais aussi sur les infrastructures. Et c'est vraiment une fusion des deux mots, Financial Operations, et regarder comme un pilier comment nous allons gérer cette dette, comment nous allons gérer cette transparence. Et c'est Peter Drucker qui disait on ne peut pas, on va dire, maîtriser quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Et il avait bien raison. Et ça permet une transparence de l'utilisation des infrastructures et du cloud. Et ça permet aussi ce lien au niveau dialogue business et IT, puisque l'IT va dire au business, mais écoutez, vous avez augmenté vos besoins, et il y a vraiment une raison, peut-être qu'il y a un grand succès sur ces applications, et donc de pouvoir recharger et d'avoir ce dialogue quantifié avec le FinOps. Donc, mais pour nous, le FinOps, encore une fois, c'est qu'un des pans, nous en avons 6 dans notre centre de compétences cloud hybride. Il y a FinOps, il y a AIOps, qui est, on va dire, tout l'outillage pour l'opération du cloud. Il y a GitOps, le repository, on disait infrastructure as a code juste un petit peu avant. Et le DevOps. Et on a beaucoup d'humilité par rapport au DevOps. C'est toujours très dur de mettre les méthodes de développement et d'intégration continue. Donc c'est quelque chose où on continue à apprendre. Le BizOps, qui est donc cette relation avec le business. Et puis le dernier, mais surtout pas à négliger, le SecOps. Parce que avec ces environnements hybrides, que ce soit d'un mainframe, d'un private cloud, public cloud ou edge, la sécurité doit être vue de bout en bout. Une dernière question, et vraiment pour presque envie de dire enfoncer le clou sur cette relation entre équipe technique d'une part et business. Quels avantages, je l'avais mis au singulier mais je vais le mettre au pluriel, quels avantages y a-t-il justement à créer un langage commun pour ces deux types de groupes ? Alors, premièrement, vis-à-vis du business, pour qu'ils comprennent beaucoup mieux l'innovation, les applications IT, et donc avoir la quantification de la valeur de l'IT et des applications vers le business. Donc, dans notre pan, c'était ce qu'on parlait du BizOps. Mais il faut regarder aussi pour les équipes IT et les développeurs. Aujourd'hui, nous sommes tous en recherche de très bons développeurs. Ils sont largement demandés sur le marché. Et ce qu'on veut éviter, c'est le complexe de Sisyphe dans l'IT. Le développeur passe son temps à débugger. C'est pas drôle, c'est pas très sympa. Et il a envie de faire autre chose. Et il y a plein d'innovations à apporter. Et si on lui donne le temps
et la latitude de pouvoir réusiner le code pour pouvoir justement réduire par la suite sur de nouvelles, on va dire, releases ou des nouvelles sorties d'applications de code, ça peut véritablement être un facteur de motivation. Et aujourd'hui, donner cette expérience aux développeurs, puisqu'on est dans des environnements agiles, c'est ceux qui sont sur le terrain qu'il faut vraiment dorloter. Et aussi, il y a beaucoup d'idées. C'est un facteur de succès pour ces communautés-là. Merci beaucoup, Sarah. Je rappelle que vous êtes Managing Director Cloud First chez Accenture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ce matin, je vous en prie, Sarah, vous pouvez rejoindre la régie. Et nous allons maintenant entendre notre dernier invité, Éric Bordeaux. Éric, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons prolonger notre réflexion, celle débutée avec Sarah Bernuy sur la transformation globale. Vous êtes, je le dis au passage, vous êtes responsable du domaine Fondation Architecture au sein du groupement Les Mousquetaires. Alors, Éric, cette question, la dette technique, on va finir cette émission avec vous. Je le disais, chez certains, elle est limitée à un type d'équipement. Pourquoi est-ce que pour vous, cette dette technique, elle est surtout et avant tout une question de transformation globale? Pour le groupement, derrière le groupement, en fait, on a 3 métiers, l'alimentaire, la mobilité et notamment aussi le bricolage. Donc plusieurs enseignes. Donc le groupement est vaste, on recense à peu près 1200 applications. Et il y a 5 ans, une réflexion a été faite pour faire les constats, où en était notre SI. Et ce qui est apparu, c'est qu'il était temps de lancer, en fait, si on voulait s'améliorer sur le e-commerce, si on voulait être plus rapide dans le delivery pour répondre aux demandes du métier, il fallait qu'on fasse évoluer notre SI. Donc, la dette est traitée dans un contexte beaucoup plus global, un grand programme de transformation qui s'appelle DigitIT. Vous sentez bien derrière son nom, qui porte bien son nom. Et derrière ce programme DigitIT, il y a 2 grands projets majeurs qui vont refondre le back-office de l'alimentaire entièrement et l'autre de l'équipement de la maison. Donc, c'est quand même nos 2 principales enseignes. Donc, historiquement, ces 2 back-office fonctionnent sur des systèmes qu'on a coutume, on l'a souvent dit là dans les interlocuteurs précédents, d'appeler legacy. Donc, on a du mainframe, on a aussi beaucoup d'Unix, des P-Series IBM. Et tout ça, ça tourne sur fond de COBOL, de runtime, et de base et d'outils propriétaires. Et c'est surtout beaucoup d'échanges asynchrones. Ce sont des modes batch qui tournent lorsque la fin de journée est finie, et donc qui mettent potentiellement les systèmes à jour, mais à J+1, voire J+2, J+3. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Lorsque vous êtes en train de commander, par exemple, sur Internet, si vous avez le droit à un coupon dans votre panier parce que vous avez acheté quelque chose, il faut que le coupon il apparaisse tout de suite. On peut pas, Amazon le fait bien, on va le dire, il faut qu'on s'y mette. Et on n'avait pas cette capacité. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous travaillez pour l'avoir. Comment est-ce que vous traitez la question de la dette dans un chantier aussi important? Vous le disiez, si on se met du côté de l'utilisateur final ne va pas comprendre pourquoi il a un produit chez quelqu'un, il ne le trouve pas chez vous. Ça sous-entend d'énormes transformations. Comment est-ce que vous gérez cette question de la dette en parallèle? Alors, je vais d'abord définir ce que c'est une dette. On a 2 dettes. On a les dettes en stock. Et on a les dettes, par contre, que l'on crée lorsque, même encore aujourd'hui, on ouvre un nouveau système et qu'on n'arrive pas, en fait, à mettre au niveau de ce que l'on voudrait. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le stock? C'est qu'on a fait une étude, on a commencé en 2019 un inventaire pour connaître un petit peu l'état des lieux de notre système d'information et se rendre compte, en fait, là où il fallait qu'on mette aussi l'énergie, plus ou moins d'énergie. Et ça nous a permis de découvrir, je ne sais pas si vous passez un petit slide, en fait, on a 3 axes. La dette va être gérée chez nous chez 3 axes. Le démantèlement des applications obsolètes, c'est-à-dire ne pas oublier, en fait, ce qu'on entend par là, c'est pas oublier de les démonter. Il suffit pas d'arrêter les machines. Souvent, il y a énormément de servitudes qui tournent dessus. Il y a des batchs, il y a des extractions, il y a des fichiers qui vont être communiqués aux autres briques du SI. Tout ça, il faut les démonter et les arrêter. Et surtout aussi,
compter les licences utilisées pour les déprécier, ne plus les payer. Et vous savez que tout le monde sait que sur les systèmes, le hardware c'est 20%, le software c'est quasiment 80%. Ne pas garder inutilement des applications dormantes qu'on n'utilise plus et surtout beaucoup de licences. On a un pan rénovation, donc là ce sont des applications qui ont vocation à être conservées, mais qu'il faut rénover parce que soit il y a une petite brique, un frontal qui est encore avec un vieux serveur d'application, ou une base de données qu'on a laissée un petit peu dans son jus au moment où on l'a installé. Il est temps en fait, avant de perdre le support de l'éditeur, de l'upgrader. Et on a un axe de rationalisation, c'est certainement un des plus durs, qui consiste en fait à trouver des applications qui rendent le même service, qui font certainement globalement la même chose, mais elles sont nées à une temporalité différente, pour un besoin, pour des enseignes chez nous différentes, ce qui fait qu'elles ont été montées en parallèle et qu'aujourd'hui on pourrait potentiellement les fusionner. Votre programme regroupe, Eric, vous l'avez dit, un très grand nombre de chantiers. J'aimerais qu'on s'attarde juste sur un point, notamment la montée de versions. Il y a pas mal de logiciels qui vont évoluer chez vous. Comment est-ce que vous traitez cette problématique? Est-ce que c'est vous d'abord qui la traitez? Ou si c'est le cas, comment est-ce que vous l'adressez? Alors c'est dans l'axe rénovation. D'ailleurs, on a un slide normalement qui doit apparaître, qui va permettre de voir les 3 points que vous mentionniez plus tôt. Alors chaque axe, démantèlement, rénovation et rationalisation, chez nous est porté par un coordinateur voilà, qui liste. Parce qu'en fait, on travaille avec les études, qui liste en fait les applications. On s'est équipé d'un outil d'abord pour ça, un APM, Application Portfolio Manager, et on a pris des options, des briques qui nous permettent d'obtenir une base de données qui nous donne les fins de vie, les fins de support, l'end of life, tout ce qu'on veut sur les différentes briques. Et comme ça, en faisant des extractions, on voit en fait sur telle ou telle application quel est le composant qui est déjà, parce qu'on a déjà des composants très obsolètes où on n'a plus de support. Donc là, c'est là qu'il faut commencer par mettre l'énergie. D'autres à venir et ceux qui sont quand même bons. Voilà, on en a quand même. Tout n'est pas obsolète. Oui, bien sûr, tout n'est pas. C'est le plan rénovation qui traite ça. On fait ça, on travaille ça avec les études. Et on tag par priorité et puis on va remonter, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. On remonte ça avec les métiers parce que on est parti quand même ici des premiers constats. On montrait qu'on avait beaucoup de choses à faire et on peut pas tout faire. On peut pas faire que de la rénovation, que de la gestion de la dette. Ça a un coût. Ça prend du temps aussi. Il y a le métier qui y a des fortes demandes sur des nouveaux enjeux business. Donc il faut essayer d'arbitrer et de coordonner tout ça pour ne pas freiner non plus toutes les envies du métier, mais ne plus arrêter, ne plus remplir la baignoire, ce qu'on appelle remplir la baignoire. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une dette et le stock. Effectivement, on a la baignoire qui était bien pleine, on tente. Là, on est parti sur 3 ans pour essayer de la vider au maximum. Or, on vivra avec, quelqu'un l'a très bien dit tout à l'heure, on vivra avec la dette. Il y en aura toujours. C'est pas dire qu'on n'a pas de dette, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas passer notre temps de toute façon à faire que ça. Alors, les éditeurs nous poussent, vous savez, ils ont toujours une nouvelle version, une nouvelle option qui nous convient, mais il faut faire le tri. Oui, sur le terrain opérationnellement, c'est certainement plus compliqué. Vous disposez encore, Eric, dans vos structures d'un mainframe. Comment est-ce que vous allez assurer son fonctionnement à l'avenir? Alors, c'est un cas particulier, effectivement, le mainframe. Les 2 programmes que j'ai cités précédemment, justement, vont rendre caduque un grand nombre d'applications qui sont aujourd'hui sur notre plateforme ZOS. On a, tout à l'heure, j'ai parlé du démantèlement. Dans le démantèlement, le premier programme alimentaire va rendre obsolète à peu près une 40aine d'applications qu'il va falloir démonter, arrêter. Et le programme sur l'équipement de la maison, quasiment tout autant. Et après, on en a d'autres. Donc, se pose la question sur les applications restantes. Au dernier recensement, on est arrivé au chiffre de 25. Donc, on va avoir plusieurs options. Les réécrire sur des technos plus classiques, parce qu'aujourd'hui, ce sont des technos transactionnels sur du COBOL ou du DB2 ou des bases assez spécifiques. Donc, les réécrire en Java, tout simplement, et les porter sur des systèmes x86, ou faire du portage. Certaines sociétés font du portage spécialisé là-dessus. Donc, en fait, ils émulent sur des plateformes x86, ils émulent du ZOS. Alors,
c'est bien si l'application n'est pas... ça dépend les performances. Hein. Si on a beaucoup de transactions, voilà, faut avoir. Mais ça peut être très très lourd. Puis dès qu'on a du très spécifique, ça pose toujours problème. Et nous, dans notre cas, on a quelques applications Très spécifique, donc. très spécifiques qui utilisent en fait une base de données sur du Z, Datacom, si ça parle à certains, qui est effectivement très particulière. Et ça, je ne peux pas le convertir dans une base Oracle, par exemple, dans une base relationnelle. Ça n'a rien à voir. Donc là, du coup, ça, c'est pas une option. C'est pas la meilleure des options. Et sinon, il nous reste une dernière option, c'est d'externaliser la plateforme, parce que les applications qu'on va décommissionner sur le Z vont quand même faire subir à notre plateforme une grosse cure d'amaigrissement. Donc, une des options qui est tout à fait envisageable et qu'on regarde très sérieusement en ce moment, c'est d'aller chercher tout simplement de la puissance machine Z, mais chez un hébergeur. On lui louera des partitions et on n'aura plus, nous, donc, le Z, on va l'externaliser. On va louer les CPU et la puissance nécessaire pour les quelques applications qui nous resteront. Le temps qu'avec, au fil des années, qu'on les décommissionne, qu'on les réécrive et qu'on les réintègre au sein du grand chantier du programme. Les 25, en fait, ce sont des applications sur lesquelles on n'a pas le temps de se pencher, et sur lesquelles il faudra trouver une solution facile, l'externalisation des plateformes mainframe en étude. Une petite, juste aparté, Eric, sur ce programme global. Alors, qui le sponsorise déjà et qui a-t-il fallu convaincre pour le mener à bien? En tout cas, pour l'enclencher, je dirais. Ça, c'est le grand sujet, parce qu'effectivement, c'est un programme qui existe et qui est en très haute visibilité. J'ai fait d'autres présentations écrites où on m'a dit justement comment arrivez-vous si on veut le faire comme ça dans la maintenance évolutive ou dans le MCO, c'est pas possible. Donc nous, en fait, les métiers ont été intégrés. Alors, au départ, c'est déjà au sein de la STEAM, je suis dans la STEAM, la société IT du groupement, qu'il a fallu aussi convaincre et éduquer, parce que c'était pas dans l'ADN de gérer les roadmaps applicatives et roadmaps techniques des progiciels et des solutions. Donc il y a eu un premier état des lieux qui a été fait en 2019, présenté au CODIR, représenté après aux responsables de départements, domaines études et autres pour les sensibiliser. Puis petit à petit, ce dossier est monté et aujourd'hui, il est vu jusqu'au comité d'administration, là où siègent notamment nos adhérents. Donc les adhérents, chez nous, ce sont les propriétaires de magasins. Et on est allé jusqu'à les sensibiliser. La personne d'avant, j'aime bien l'image à utiliser, je l'utilise aussi souvent, l'image de la voiture. Ce qu'il a fallu faire comprendre, c'est oui, bien sûr, j'achète une voiture, elle roule, mais régulièrement, je fais une révision. Je l'emmène chez le concessionnaire, je la fais réviser. Le SI, c'est pareil. Je peux pas me dire, je pose une application, je pose un logiciel et j'y touche plus. Tant qu'il tourne, je ferme les yeux, tant mieux. Il faut régulièrement le maintenir à niveau, ne serait-ce que pour avoir le support des éditeurs et pouvoir ouvrir un ticket si on a un incident et puis avoir de l'aide, ne pas se retrouver juste face au mur. Donc après, on a fait un premier round de ce petit chantier-là sur le dernier trimestre 2021, sur un tout petit panel d'applications, à peine une vingtaine. On s'est un petit peu rodé et on a préparé en fait l'année 2022, sur ce dernier trimestre 2021, on a préparé les chantiers d'obsolescence, de rénovation qu'il fallait traiter et on a travaillé ça avec les études qui, elles, sont remontées aussi jusqu'au métier pour d'abord les intégrer et puis partager en fait nos constats et challenger en fait. Nous, on fait des propositions, il faut commencer par là, mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi des projets, des enjeux business à côté et le métier nous aide donc derrière à prioriser, à choisir là où on va prendre le risque et là on va pas le prendre, on va vraiment mettre l'énergie tout de suite en 2022 et on le fait. Donc fin 2021, on était parti par exemple sur une rénovation de mémoire de 79 quasiment applications. Alors pour certains, c'est des petites enveloppes, pour d'autres, c'est plus gros parce qu'on a eu trop de retard et il faut le faire un petit peu en plusieurs steps. Et du coup, c'est plus coûteux. Plus on attend, malheureusement, finalement, plus c'est coûteux. Et en ce moment, on est en train de préparer la liste des applications que l'on souhaite rénover sur 2023. Toujours avec les études et toujours jusqu'au métier. Alors, métier de la logistique, métier RH groupement, tous les métiers. Mais ça se fait avec eux. Et tous les 2 mois, il y a
un suivi en comité d'administration de l'avancement, de ce qu'on a fait, de ce qu'on va pouvoir faire, de ce qu'on ne va pas pouvoir faire. Il y a déjà des fois, il y a des petites choses, on s'est aperçu qu'on n'a pas tout vu, parce que c'est pareil, je parle surtout de legacy, hein, donc on a aussi la difficulté de retrouver la connaissance. Qui se souvient de ce petit module qui a été développé, qu'est-ce qu'il fait précisément. Donc il y a des moments, on a des petits écueils. Bon, ben, c'est pas grave, on va le réinscrire sur 2023 et on le refera plus tard. L'idée, c'est d'arriver quand même, en faisant comme ça, on a ce rythme sur 3 ans, 2022, 2023, 2024, et on espère arriver à 2024 à avoir vidé une bonne partie de la baignoire, sachant qu'elle se remplit. Oui. Tous les ans, parce que tous les ans, on en remédie, mais malheureusement, il y a des systèmes qui sont arrivés aussi en fin de vie. Donc, l'idée, c'est de la vider plus vite qu'elle ne se remplit. Un véritable, pour filer la métaphore mythologique, un véritable tonneau des Danaïdes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le contrôle quand même et que vous avez la possibilité d'en boucher les trous. Éric, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et je rappelle que vous êtes responsable du domaine Fondation Architecture au sein du groupement Les Mousquetaires, STEAM en fait, qui est le groupement informatique du groupe Les Mousquetaires. La société IT du groupement qui gère toute l'informatique des enseignes, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée, Éric. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tous les invités, merci aux intervenants, merci à nos experts, merci à l'équipe technique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 19 octobre prochain pour notre prochaine matinale pour parler, cette fois-ci, de cloud. Excellente journée et à bientôt.